Pour certains, les enfants sont la meilleure chose au monde. Et pour d'autres, ils sont littéralement des rejetons du diable. Regardez ces enfants, ou encore celui dont le but dans la vie était de devenir le prochain tireur de l'école. Il est justifié que ces enfants passent le reste de leur vie enfermés à l'écart du monde. En commençant par Nicholas Cruz. Le 14 février 28, une journée qui aurait dû être remplie d'amour s'est transformée en cauchemar au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. En ce jour fatidique, il est arrivé à l'école en Uber, muni d'un sac de sport noir et d'un sac à dos. Il est entré dans le bâtiment scolaire et a commencé son carnage, se déplaçant méthodiquement dans les couloirs et les salles de classe, tirant sur les élèves et le personnel. Il transportait un sac de sport noir et un sac à dos noir contenant un fusil Smith & Wesson MP15, 5 chargeurs et des centaines de munitions. Le chaos et la terreur qui ont suivi sont inimaginables. Les élèves et les enseignants ont tenté de se cacher, de se barricader dans les salles de classe et de fuir le bâtiment. L'alarme incendie s'est déclenchée, ajoutant à la confusion, car les gens ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un exercice. Les caméras de sécurité de l'école ont filmé les mouvements de Cruz alors qu'il menait à bien sa mission meurtrière. Il a ensuite abattu 14 élèves et 3 membres du personnel et en a blessé 17 autres dans l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Il s'est ensuite enfui, se fondant dans la masse des élèves en fuite. Cruz a été appréhendé par les forces de l'ordre peu après la fusillade. Il marchait dans une rue résidentielle. Il a été placé en garde à vue sans incident et a avoué le crime par la suite. Au moment où il a terminé, 17 personnes étaient mortes et 17 autres avaient été blessées. Cet événement horrible est devenu la fusillade de masse la plus meurtrière dans un lycée américain. Cruz avait un passé trouble qui incluait des problèmes de comportement et de santé mentale. Il a été adopté à la naissance et ses parents adoptifs ont eu du mal à gérer ses tendances agressives et son instabilité émotionnelle. Son père adoptif est décédé lorsque Cruz était jeune et sa mère adoptive est morte quelques mois avant la fusillade, les laissant, lui et son frère, dans un état de désarroi. Les élèves qui ont été tués sont Alyssa Aladef, Martin Duc Anguiano, Nicolas Douore, Jaime Gutenberg, Luc Oyer, Cara Lugran, Gina Montalto, Joaquin Oliver, Alena Petty, Meadow Pollack, Elena Ramsey, Alex Charter, Carmen Schentrup et Peter Wang. Les membres du personnel étaient le professeur de géographie Scott Bagel, l'entraîneur de lutte Chris Hickson et l'entraîneur adjoint de football Aaron Fies. Le procès de Nicholas Cruz a été un événement très attendu et chargé d'émotions. Après son arrestation, Cruz a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le procès est passé à la phase de détermination de la peine, au cours de laquelle l'accusation a requis la peine de mort, arguant que la fusillade était particulièrement odieuse, atroce et cruelle. Elle a insisté sur la nature préméditée et calculée des actes de Cruz. La défense, quant à elle, a plaidé pour une condamnation à perpétuité, soulignant les déficits mentaux et intellectuels de Cruz, qui, selon elle, résultent d'une exposition prénatale à l'alcool. Elle a fait valoir que ces facteurs devraient lui éviter la peine de mort. En Floride, un jury doit recommander à l'unanimité la peine de mort pour qu'elle soit prononcée. Cependant, 3 jurés ont été persuadés de voter pour la vie, évitant ainsi à Cruz d'être exécuté. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, Cruz et son équipe de défense ont été vus en train de commettre des actes ignobles et dépourvus de remords, comme faire un doigt d'honneur aux victimes et faire des plaisanteries. Il a également refusé d'écouter les enregistrements audio de la fusillade, qui retranscrivaient les bruits de ses tirs, les cris et les supplications de ses victimes, ainsi que le chaos et l'horreur de la scène. Les témoignages des victimes ont été déchirants. Les familles et les survivants ont fait face à Cruz, exprimant leur colère et leur déchirement. Cependant, aucune de ces déclarations n'a incité Cruz à éprouver des remords pour ses actes. Le 26 octobre 22, la juge du circuit de Broward, Elizabeth Scherer, a prononcé la sentence. Cruz, aujourd'hui âgé de 24 ans, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour chacun des 17 chefs d'accusation de meurtre. En outre, il a été condamné à la prison à vie pour 14 chefs d'accusation de tentative de meurtre, avec un minimum de 20 ans à purger pour chacun d'entre eux, et à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 3 autres chefs d'accusation de tentative de meurtre. Toutes ces peines doivent être exécutées consécutivement, ce qui garantit que Cruz ne sortira jamais de prison. La salle d'audience était remplie des familles des victimes, qui attendaient que justice soit faite depuis des années. La juge Scherer s'est adressée à elles en déclarant « Je peux vous dire qu'elles ne seront pas oubliées, et j'ai l'impression de connaître chacune d'entre elles par les récits personnels que vous avez faits. » Elle les a remerciées pour leur force et leur patience tout au long du procès. Tout au long du procès, Cruz est resté sans émotion, vêtu d'une combinaison de prison rouge et portant des lunettes.
Il portait un masque médical, mais l'a retiré après que Jennifer Gutenberg, la mère de Jaime, 14 ans, lui a dit que c'était un manque de respect. Vous ne devriez pas être assis là avec un masque sur le visage. C'est un manque de respect que de cacher vos expressions sous votre masque, alors que nous, les familles, sommes assises ici pour vous parler, a-t-elle déclaré. Alors que ce nom convenait parfaitement à un tireur scolaire sans cœur comme Nicholas Cruz, la gamine suivante a reçu le nom de Hell on the Wheels après qu'elle a accidenté sa voiture et tué son petit ami. Mackenzie Shirilla. La relation entre Mackenzie Shirilla et Dominique Russo était tout sauf ordinaire. Ils sortaient ensemble depuis 3 ou 4 ans, une période marquée par des ruptures fréquentes et des disputes intenses. Mackenzie, qui a vécu avec Dominique pendant la majeure partie de leur relation, était connue pour son comportement instable. La famille et les amis de Dominique ont souvent été témoins de la dynamique toxique qui régnait au sein du couple. Angelo Russo, le frère de Dominique, s'est souvenu avoir vu Mackenzie traiter Dominique de manière injuste, ce qui l'a éloigné de lui en tant que frère aîné protecteur. La relation du couple était émaillée de menaces et d'accès de violence. La mère de Dominique a témoigné devant le tribunal des nombreuses menaces proférées par Mackenzie. Des amis proches de Dominique ont révélé que même s'ils n'avaient pas prévu la fin tragique, ils n'étaient pas entièrement surpris, compte tenu du comportement de Mackenzie. Christine Russo, la sœur aînée de Dominique, a mentionné que, bien qu'elle n'ait pas été témoin direct des bagarres, elle a entendu suffisamment de choses de la part des amis de Dominique pour comprendre la gravité de la situation. La relation toxique a atteint son apogée en juillet 2022, quelques semaines avant l'accident mortel. Le 17 juillet, Mackenzie a menacé d'écraser sa voiture alors qu'elle roulait sur l'Interstate 71 avec Dominique comme passager. Contrariée par un désaccord, elle dit à Dominique « Je vais écraser cette voiture tout de suite ». Dominique, craignant pour sa vie, a appelé sa mère et un ami à l'aide. Lorsque l'ami est arrivé, il a trouvé Mackenzie en train de frapper Dominique, qui est alors sorti du véhicule et est parti. Un autre incident concerne une altercation enregistrée au cours de laquelle on entend Mackenzie dégrader Dominique, le menacer et endommager ses biens. Elle a frappé à la porte de sa maison, exigeant qu'on la laisse entrer, et a menacé de mettre la clé dans sa voiture et de casser la poignée de la porte. Dominique a tenté de la calmer, mais a fini par appeler sa mère à l'aide. L'apogée tragique de la relation toxique entre Mackenzie Shirilla et Dominique Russo s'est produite le 31 juillet 22. Vers 5h30 du matin, Mackenzie a accéléré sa Toyota Camry à 160 km/h et s'est écrasée sur le Plitco Building à Strongsville, dans l'Ohio. L'accident n'était pas un accident, mais un acte délibéré qui a coûté la vie à Dominique Russo et à son ami Davian Flanagan, qui n'était qu'un passager innocent cherchant à rentrer chez lui. La tension régnait dans la salle d'audience lorsque les images de sécurité de l'accident ont été diffusées. On y voit la voiture de Mackenzie descendre la rue à toute allure, sans aucun signe de ralentissement, avant de percuter le bâtiment. Un mécanicien judiciaire certifié a témoigné que l'enregistreur de données de la voiture indiquait que la pédale d'accélérateur avait été enfoncée à fond, sans que le frein ne soit actionné. Cette preuve ne laisse aucun doute sur le caractère intentionnel de l'accident. Elle a décidé de mettre fin à sa relation tumultueuse avec Dominique de la manière la plus radicale possible. Ils ont présenté des preuves de ses menaces violentes et de son comportement contrôlant, y compris les incidents sur l'Interstate 71 et l'altercation enregistrée au domicile de Dominique. L'accusation a fait valoir que Mackenzie n'avait pas éprouvé de remords pour ses actes. Le procureur a présenté des preuves qui contredisent sa défense. Il a montré des vidéos TikTok d'elle assistant à des concerts, à des soirées universitaires et à des fêtes d'Halloween, quelques mois après l'accident. Ces vidéos suffisent à démontrer l'absence de remords de Mackenzie pour l'incident survenu ce jour-là. Le procès a duré 4 jours, au cours desquels Mackenzie a été reconnue coupable de 12 chefs d'accusation, dont 4 de meurtre, 4 d'agression criminelle, 2 d'homicide aggravé sur véhicule, 1 de possession de stupéfiants et 1 de possession d'outils criminels. La juge Nancy Margaret Russo, du comté de Cuyahoga, a prononcé une réprimande cinglante à l'encontre des actes de Mme Mackenzie, la qualifiant de véritable enfer sur roue. La juge Russo a souligné que les actions de Mackenzie étaient contrôlées, méthodiques, délibérées, intentionnelles et volontaires. Il ne s'agit pas d'une conduite imprudente, il s'agit d'un meurtre, a-t-elle déclaré. Lors de la condamnation, Mackenzie a lu en larmes une déclaration au tribunal présentant ses excuses aux familles des victimes. Malgré ses excuses, le tribunal ne s'est pas laissé influencer. Avant que le juge Russo n'annonce son verdict, elle a dit quelques mots à Mackenzie. Pendant que le juge Russo faisait sa déclaration, Mackenzie a fondu en larmes. Madame Russo a déclaré que sa décision la plus difficile dans la détermination de la peine consistait à décider si les 2 peines de 15 ans devaient être purgées consécutivement ou concurremment. Mackenzie a finalement été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 32 ans. Le père de Dominique Russo a exprimé son chagrin mais aussi sa réticence à voir Mackenzie passer sa vie derrière les barreaux. « C'est horrible pour tout le monde. Oui, j'ai perdu mon fils.
C'est plus dur pour notre famille, mais je ne veux pas que le reste de sa vie soit gâché aussi. Je ne me sentirai pas mieux pour autant, a-t-il déclaré. Il l'a qualifiée de gamine, qui a fait une chose stupide. Le prochain accusé vous prouvera que le mal ne connaît ni âge ni limite. T.J. Lane. Les événements qui ont conduit à la fusillade du lycée de Chardon, le 27 février 2022, étaient aussi ordinaires que n'importe quel autre jour dans la petite ville de Chardon, dans l'Ohio. T.J. Lane, un élève de 17 ans, semblait être un adolescent comme les autres. Cependant, sous la surface, il y a des signes d'un esprit troublé. Lane avait des antécédents familiaux et des problèmes de comportement, mais rien n'aurait pu préparer la communauté à ce qui était sur le point de se produire. En ce matin fatidique, T.J. Lane s'est réveillé et s'est préparé à aller à l'école comme n'importe quel autre jour. Mais ce jour-là était différent. Il a revêtu un sweatshirt sur lequel était inscrit le mot « tueur », prélude effrayant à l'horreur qu'il s'apprêtait à déclencher. Armé d'une arme de poing de calibre 22, il s'est rendu au lycée de Chardon, l'esprit tourné vers la destruction. Alors que les étudiants sont réunis dans la cafétéria, discutant et riant, Lane entre dans la salle. Sans crier gare, il a sorti son arme de poing et a commencé à tirer. Le bruit des coups de feu résonne dans la cafétéria, transformant un lieu de camaraderie en une scène de chaos et de terreur. Les élèves ont crié et se sont précipités pour se mettre à l'abri, essayant de donner un sens au cauchemar qui se déroulait sous leurs yeux. En l'espace de quelques minutes, le déchaînement de Lane a fait 3 morts et 3 blessés parmi les élèves. Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin et Russell King Jr. ont perdu la vie ce jour-là. Leur avenir leur a été cruellement arraché. Les élèves blessés, bien qu'ils aient survécu, ont gardé des cicatrices physiques et émotionnelles qui mettront des années à se refermer. Au lendemain de la fusillade, les sirènes, les secouristes et les parents affolés, se précipitant vers l'école, désespérés d'avoir des nouvelles de leurs enfants, se sont succédés. La communauté de Chardon a été plongée dans un état de choc et de chagrin, s'efforçant de comprendre la violence insensée qui avait brisé son sentiment de sécurité. Dans les jours qui ont suivi, on s'est attaché à comprendre ce qui avait poussé Lane à commettre un acte aussi odieux. Les enquêtes ont révélé un passé trouble, marqué par l'instabilité familiale et des problèmes de comportement. Pourtant, malgré ces signaux d'alarme, personne n'avait anticipé l'ampleur de sa capacité de violence. Le procès de T.J. Lane s'est ouvert dans un tourbillon d'attention médiatique et de protestations publiques. La communauté de Chardon, encore sous le choc de la tragédie, cherchait à obtenir justice pour les vies perdues et la douleur infligée. Le comportement de Lane au cours du procès était tout simplement effrayant. Il n'a montré aucun remords pour ses actes, affichant souvent un sourire en coin et faisant des gestes inquiétants qui n'ont fait qu'aggraver l'angoisse des familles des victimes. Dans un geste de défi choquant, Lane a porté un t-shirt sur lequel était inscrit le mot « tueur » lors de sa condamnation. Cet acte d'insensibilité contrastait fortement avec la gravité de la situation et a laissé de nombreuses personnes stupéfaites dans la salle d'audience. Les familles des victimes, qui espéraient un semblant d'apaisement, ont été confrontées à un adolescent sans pitié qui semblait se délecter de la douleur qu'il avait causée. La procédure judiciaire a été une épreuve douloureuse pour les familles et la communauté. Ils ont dû revivre les horreurs de cette journée à travers les témoignages et les preuves présentées au tribunal. L'accusation a dressé le portrait d'un tueur de sang-froid, tandis que la défense a tenté de mettre en avant le passé trouble de Lane et ses problèmes de santé mentale. Malgré ces arguments, les preuves accablantes des actes prémédités de Lane ne laissaient guère de place au doute. Pendant que les victimes lisaient leurs déclarations, Lane continuait à sourire, apparemment indifférent aux répercussions de ses actes. Il a fait un doigt d'honneur à la salle d'audience. Et il a dit « Le 19 mars 23, T.J. Lane a été condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La sévérité de la peine reflète la nature odieuse de ces crimes et la nécessité de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Le drame s'est poursuivi en 2014, lorsque Lane, accompagné de 2 autres détenus, s'est brièvement échappé de la prison, provoquant la panique. Il a été repris au bout de quelques heures et transféré dans un établissement de haute sécurité où il se trouve encore aujourd'hui. Ensuite, prenez place au tribunal du comté de Broward, où le prochain enfant plaide sa cause pour avoir frappé à mort le bambin de sa petite amie. Dylan Schumacher. L'histoire de Dylan Schumacher fait froid dans le dos. Imaginez que vous n'avez que 16 ans et que vous vous retrouvez au centre d'un crime si grave qu'il vous vaudra l'une des plus longues peines jamais prononcées à l'encontre d'un mineur. Dylan Schumacher était chargé de garder le fils de sa petite amie, Austin Smith, âgé de 23 mois. Selon les documents judiciaires, Dylan a affirmé qu'Austin n'arrêtait pas de pleurer et que, dans un moment de frustration intense, il avait perdu le contrôle de la situation. Il a admis avoir frappé le bambin à plusieurs reprises, lui causant de graves blessures à la tête. La situation s'est rapidement aggravée et lorsque la mère d'Austin est rentrée chez elle, elle a trouvé son fils sans réaction. Paniquée et désespérée,
elle a immédiatement appelé le 911, espérant un miracle. Austin a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré tous les efforts de l'équipe médicale, le jeune garçon a été déclaré mort peu après son arrivée. Le rapport d'autopsie était sombre, révélant qu'Austin avait subi un traumatisme crânien par objet contondant. Les blessures correspondent à des coups multiples, ce qui donne une image terrifiante de ce qui s'est passé. La communauté de Springville est sous le choc. Comment une chose aussi tragique a-t-elle pu se produire dans leur ville paisible? L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias et Dylan Schumacher a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. La gravité du crime et l'âge de son auteur ont rendu cette affaire particulièrement sensationnelle et déchirante. Au fur et à mesure de l'enquête, de nouveaux détails sur les antécédents de Dylan ont été révélés. Les procureurs ont fait valoir que les actes de Dylan n'étaient pas simplement une erreur de jugement passagère, mais qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un comportement violent. Ils ont présenté des preuves que Dylan avait déjà eu des démêlés avec la justice et qu'il avait manifesté des tendances agressives dans le passé. La défense, quant à elle, avait une autre vision des choses. Ils ont dépeint Dylan comme un adolescent perturbé qui a commis une terrible erreur dans un moment de frustration écrasante. Ils ont fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Austin et qu'il était mal équipé pour faire face à la situation dans laquelle il se trouvait. L'état émotionnel de Dylan et son manque d'expérience avec les jeunes enfants ont été au cœur de leur défense. Lorsqu'il a finalement été autorisé à parler, il a dit « Il s'est également excusé en larmes auprès de son ex-petite amie, Ashley ». Malgré le témoignage émouvant de Dylan, le juge n'a pas été influencé dans sa décision. Après délibération, ils l'ont déclaré coupable de meurtre au second degré. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement et de tristesse à l'énoncé du verdict. Pour certains, justice a été rendue pour la vie innocente qui a été perdue. Pour d'autres, il s'agissait d'un rappel brutal des conséquences d'une perte momentanée de contrôle. Le 29 octobre 2023, Dylan Schumacher a été condamné à une peine de 25 ans de prison à perpétuité. Et juste avant que vous ne pensiez que Dylan avait vraiment des remords, voici ce qu'il a dit aux journalistes à l'extérieur du tribunal. Si sa réaction a été très pénible à regarder, le jeune couple suivant a enregistré l'un des vlogs les plus choquants du monde après avoir assassiné le seul obstacle à leur amour. Aaron Guerrero et Sierra Halsett. En avril 21, la ville de Las Vegas a été secouée par un crime si brutal et si choquant qu'il a laissé la communauté incrédule. Les auteurs? 2 adolescents, Aaron Guerrero et Sierra Halsett, qui ont été condamnés à des peines parmi les plus longues pour leur âge après avoir commis un acte inqualifiable. Sierra Halsett, la fille de la victime, Danielle Halsett, n'avait que 16 ans à l'époque. Son petit ami, Aaron Guerrero, avait 18 ans. La relation entre Sierra et Aaron était un sujet de discorde dans la famille Halsett. Daniel, inquiet de l'influence d'Aaron sur sa fille, avait récemment interdit à Sierra de le voir. Cette décision allait déclencher une série d'événements qui allaient aboutir à un dénouement horrible et tragique. Le 9 avril 21, les autorités ont découvert le corps sans vie de Daniel Halsett dans le garage de sa maison, près des routes Durango et Alta. La scène n'était rien de moins qu'un film d'horreur. Daniel avait été poignardé plus de 70 fois, une indication claire de la rage et de la brutalité derrière l'attaque. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Son corps a ensuite été placé dans un sac de couchage et les adolescents ont tenté de le démembrer à l'aide d'une tronçonneuse et d'une scie circulaire. Après cet acte horrible, ils ont mis le feu à son corps pour tenter de dissimuler leur crime. Le motif de cet acte odieux semble être la décision de Daniel d'interdire à sa fille de fréquenter Aaron. Au cours de la procédure judiciaire, Sierra a lu une lettre détaillant des cas d'abus sexuels et de harcèlement de la part de son père, le qualifiant de toxicomane et de pédophile. Après avoir commis le meurtre, Aaron et Sierra ont fui les lieux dans une tentative désespérée d'échapper à la justice. Ils ont finalement été appréhendés dans l'Utah le 9 avril, quelques jours seulement après le crime. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est une vidéo qui a fait surface en ligne, enregistrée quelques jours seulement après le meurtre. On y voit Aaron et Sierra plaisanter sur le crime. Aaron dit « L'enquête sur le meurtre a révélé l'ampleur de la planification et de la préméditation. Les adolescents avaient non seulement commis un meurtre brutal, mais ils avaient également tenté de brouiller les pistes de la manière la plus horrible possible. L'utilisation d'une tronçonneuse et d'une scie circulaire pour démembrer le corps, puis y mettre le feu, témoigne d'un degré de brutalité presque inimaginable. Le procès d'Aaron Guerrero et de Sierra Halsett était un événement très attendu, qui a attiré l'attention des médias et suscité l'intérêt du public. La salle d'audience était remplie de journalistes, de membres de la famille et de curieux, tous impatients de voir comment la justice serait rendue pour le meurtre brutal de Daniel Halsett. Au cours de la procédure judiciaire, Aaron et Sierra ont dû répondre à une multitude de chefs d'accusation, dont meurtre ouvert et fraude à la carte de crédit. Les preuves contre eux étaient accablantes. L'accusation a présenté un récit détaillé du crime,
avec des preuves médico-légales, des témoignages et une vidéo effrayante des adolescents plaisantant sur le meurtre quelques jours après l'avoir commis. Sierra s'est présentée à la barre et a lu une lettre devant le juge détaillant plusieurs cas d'abus sexuels et de harcèlement de la part de son père. Elle l'a décrit comme un toxicomane et un pédophile, brossant le tableau d'un foyer perturbé. Ces allégations ont ajouté une couche de complexité à l'affaire, soulevant des questions sur la dynamique au sein de la famille Alcette. Toutefois, le tribunal a dû se concentrer sur les faits du meurtre lui-même, plutôt que sur les abus présumés. Aaron Guerrero a également fait une déclaration, exprimant des remords pour ses actes. Il s'est excusé auprès de la famille de Daniel Alcette en déclarant « Il ne méritait pas de mourir d'une manière aussi horrible ». Pour éviter la peine de mort, Aaron Guerrero a accepté de plaider coupable. Lui et Sierra ont été condamnés à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 22 ans. Cette condamnation s'inscrit dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine de mort, qui aurait pu être une issue probable compte tenu de la gravité de leur crime. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type. Un enfant a tué sa mère simplement parce qu'elle commençait à l'énerver. Un autre adolescent, qui détestait tout simplement les lundis, a pris son cadeau d'anniversaire, l'a équipé d'une lunette de visée et s'est livré à un carnage dans l'école primaire voisine. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, le mal n'a pas d'âge. Ces enfants ont une chose en commun. Ils ont été condamnés à perpétuité. Tout d'abord, nous nous rendons au tribunal du comté de Waukesha, où Morgan Geyser et Anissa Weier sont accusés de tentative d'homicide volontaire au premier degré et de tentative d'homicide au second degré. En 2014, un crime effrayant a choqué la petite ville de Waukesha, dans le Wisconsin. Deux jeunes filles de 12 ans, Morgan Geyser et Anissa Weier, ont attiré leur camarade de classe Peyton Leutner dans les bois et l'ont poignardé à 19 reprises. Leur motif ? Apaiser le personnage d'horreur fictif, Slender Man. Au tribunal, Anissa a décrit leur plan. Morgan Geyser, aujourd'hui âgé de 15 ans, a comparu devant le tribunal en 2017. Lorsque le juge Michael Boren lui a demandé de raconter les événements de cette journée, elle a fondu en larmes. Les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, Morgan a décrit comment elle a plaqué et poignardé son ami à plusieurs reprises. Elle raconte, la voix brisée. Lorsqu'on lui a demandé combien de fois elle l'avait fait, elle a répondu « 19 ». Les enquêteurs ont révélé qu'après l'attaque brutale, Geyser et Weier ont laissé Peyton en sang dans les bois. Par miracle, Peyton a survécu en rampant jusqu'à une route voisine, où un cycliste l'a trouvé. La procédure judiciaire a révélé la profondeur des délires des jeunes filles. Elles pensaient qu'elles devaient tuer Peyton pour devenir les mandataires de Slender Man et protéger leur famille. Slender Man, un personnage né d'une histoire d'horreur en ligne, s'était emparé de leurs jeunes esprits d'une manière terrifiante. Slender Man est apparu en 2009 à la suite d'une publication en ligne sous la forme d'un être mystérieux. Des passionnés ont commencé à modifier son image dans des scènes de la vie quotidienne, montrant souvent des enfants en train de jouer. Slender Man est généralement représenté comme une grande silhouette arachnéenne, vêtue d'un costume noir et dont le visage blanc est dépourvu de traits. Ses adeptes le considèrent soit comme une force maléfique, soit comme un ange vengeur. Les avocats de Morgan Geyser ont soutenu devant le tribunal qu'elle souffrait de schizophrénie et d'un trouble psychotique, des affections qui la rendent sujette au délire et aux croyances paranoïaques. Un psychiatre a déclaré que Madame Geyser croyait pouvoir communiquer par télépathie avec Slender Man et prétendait voir et entendre d'autres personnages de fiction, notamment des licornes et des personnages des séries Harry Potter et Teenage Mutant Ninja Turtles. Elle croyait également qu'elle possédait un contrôle mental vulcain. Lors de l'audience de plaidoirie, Morgan Geyser a plaidé coupable de tentative d'homicide volontaire au premier degré, mais n'a pas été condamnée à une peine de prison. Au lieu de cela, elle restera dans un hôpital psychiatrique dans le cadre de son accord de plaidoyer. Sa co-accusée, Anissa Weier, a également reconnu son rôle et doit purger une peine d'au moins 3 ans dans un établissement psychiatrique. La famille de Peyton Leutner a publié une déclaration dans laquelle elle exprime son soulagement que l'affaire n'ait pas été portée devant les tribunaux. Elle a qualifié Peyton de survivante héroïque, soulignant qu'elle n'est plus une victime. Si vous pensez que 2 enfants tuant leur ami à cause d'un personnage de fiction est la pire chose que vous puissiez entendre, vous vous trompez. Vous vous trompez, car il y a des choses encore plus horribles. Notre prochain enfant s'est lancé dans une fusillade, juste parce qu'elle détestait les lundis. Nous sommes à la Cour supérieure de Santa Ana, où Brenda Spencer est inculpée en tant qu'adulte et a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec une arme mortelle pour la fusillade de 1989 à l'école primaire Cleveland de San Diego, en Californie. Le 29 janvier 1979, Brenda Spencer, 16 ans,
armé du fusil et de la lunette que son père lui avait offerts à Noël, a commencé à tirer sur les élèves qui se rendaient à l'école primaire située juste en face de chez elle, sur Lake Atlin Avenue. Parmi ses victimes se trouvait le principal Burton Ragg, qui a été tué en essayant de protéger les enfants. Spencer a tiré 36 balles au total, touchant 11 personnes, 8 enfants et 3 adultes. Tragiquement, le principal Ragg et le gardien Mike Suchard ont perdu la vie, tandis que les autres, dont l'officier de police de San Diego Robert Robb, ont survécu à leurs blessures. La fusillade a duré environ 20 minutes, au cours desquelles Spencer a tristement déclaré à un journaliste par téléphone qu'elle avait tiré parce que je n'aime pas les lundis. J'ai fait ça parce que c'est un moyen de se remonter le moral. Cette remarque désinvolte a inspiré plus tard le tube I Don't Like Mondays du groupe de rock irlandais The Boomtown Rats. L'ancien avocat de Spencer l'a décrite comme une adolescente perturbée, issue d'un foyer brisé, souffrant d'un père violent, consommant de la drogue et profondément hostile aux autorités et à la société en général. L'affrontement avec le SWAT a duré plus de 6 heures, au cours desquelles les agents ont découvert environ 200 munitions non utilisées dans sa maison. La salle d'audience était bondée, l'atmosphère lourde d'anticipation et le poids des 2 vies perdues et des autres blessés irrémédiablement modifiés. Le fusil, les cartouches usagées, les récits des témoins oculaires et les paroles incriminantes de Spencer pendant le siège. L'accusation a soutenu qu'il s'agissait d'un acte délibéré, d'une décision calculée visant à provoquer le mal et le chaos. Au fil du procès, l'accusation a démonté les arguments de la défense, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Elle a fait valoir que, indépendamment de son âge ou de sa santé mentale, Spencer savait distinguer le bien du mal et a choisi de commettre une atrocité. La défense, quant à elle, a continué à insister sur le passé trouble de Spencer, sur son absence d'intention de tuer et sur son besoin d'aide psychiatrique. Elle a fait valoir que la prison à vie serait une peine injuste pour une jeune fille qui avait été déçue par les adultes qui étaient censés la protéger. De condamner Brenda Spencer à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou d'envisager la possibilité d'une réhabilitation. Le public était divisé sur la question de savoir ce que devait être la justice pour Brenda Spencer. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Spencer a très peu réagi à sa condamnation. Mais lors d'entretiens ultérieurs, elle a déclaré qu'elle avait perdu connaissance pendant toute la durée de la fusillade. Alors que Spencer attribue le meurtre à la drogue et à l'alcool, notre prochain cas concerne un enfant qui en a eu assez que sa mère le frappe et qui a décidé d'en finir avec elle, de façon permanente. Nous entrons ensuite dans le tribunal de Volusia, en Floride, où Gregory Ramos, 17 ans, a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus sur un cadavre et de falsification de preuves dans le cadre du décès de sa mère, Gail Clevenger. Le 2 novembre 2018, Gregory Ramos, 15 ans, s'est disputé avec sa mère, Gail Clevenger, au sujet de ses notes à l'école. La dispute a dégénéré, conduisant Ramos à l'étrangler à mort. Après le meurtre, l'adolescent de Floride a appelé 2 de ses amis pour qu'ils l'aident à enterrer le corps de sa mère et à organiser un cambriolage dans leur maison. Ramos a ensuite appelé le 911, affirmant qu'il était rentré chez lui pour découvrir que la maison avait été cambriolée et que sa mère avait disparu, bien que sa camionnette soit toujours en marche dans l'allée. Cependant, les inspecteurs ont rapidement remarqué des incohérences dans les récits de Ramos et de ses amis. Interrogé par la police, Ramos a fini par avouer le crime, révélant la vérité choquante derrière la mort de sa mère. Après avoir d'abord nié son implication, Gregory Ramos a soudainement craqué et a commencé à révéler le véritable déroulement des événements aux inspecteurs. Puis, d'une manière extrêmement calme, Ramos a poursuivi en décrivant comment il avait déposé la brouette dans un endroit quelconque, avant de retourner à l'église où il a commencé à creuser un trou pour se débarrasser du corps en décomposition de sa mère. Il a insisté auprès des inspecteurs sur le fait que son crime était un acte impulsif, motivé par le fait d'avoir été battu à mort. En décembre 2020, Ramos a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus de cadavre et de falsification de preuves. Au cours de la cérémonie, les membres de la famille ont prononcé l'éloge funèbre de sa mère. Mais c'est ce qu'a fait sa grand-mère pendant la cérémonie qui nous a fait fondre. Le mois suivant, en janvier 2021, le jeune homme de 17 ans a été condamné à 45 ans de prison, la peine devant être réexaminée au bout de 25 ans en raison de son statut de mineur au moment de la condamnation. Malgré son comportement froid et apparemment sans remords lors de ses premiers aveux, l'avocat de Ramos, Matthew Phillips, a déclaré au cours de la procédure judiciaire « He is extremely remorseful and he regrets his actions ». Bien que Greg Ramos ait eu des remords et ait affirmé qu'il avait agi sur le moment, notre prochain enfant voulait simplement tuer des gens pour le plaisir. En septembre 1998, Kip Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre aggravé.
En septembre 1998, Kip Kinkel a avoué les meurtres brutaux de ses parents le 20 mai 1998. Le lendemain, il est entré dans la cafétéria du lycée Thurston et a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, tirant 50 balles. L'attaque a entraîné la mort de 2 élèves, Ben Walker, 16 ans, et Michael Nicholson, 17 ans, et 25 autres personnes ont été blessées. Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation pour meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation pour tentative de meurtre aggravé, ce qui inclut les étudiants blessés et l'agression d'un inspecteur de police qui a suivi. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, Kip Kinkel a sangloté et a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix. En novembre 1999, Kip Kinkel a fait l'objet d'une audience de 6 jours qui devait déterminer son sort pour les actes horribles qu'il avait commis en mai 1998. L'audience, qui s'est tenue au tribunal itinérant du comté de Lane, a été présidée par le juge Jack Mattison et a donné lieu à un examen approfondi des crimes de Kinkel, de sa santé mentale et de l'impact profond sur les victimes et leurs familles. Au cours de la procédure, les enquêteurs et les témoins oculaires ont raconté les détails effrayants du carnage de Kinkel. La salle d'audience a également été le théâtre de débats sur la santé mentale de Kinkel. Les avocats de la défense ont soutenu que Kinkel, qui avait 15 ans au moment des faits, souffrait d'une grave maladie mentale. Ils ont présenté des témoignages d'experts suggérant que ces actes étaient motivés par la psychose et la paranoïa, conditions qui devraient être prises en compte dans la détermination de sa peine. Cependant, l'accusation a répliqué en présentant clairement la nature calculée des crimes de Kinkel. Elle a insisté sur le caractère prémédité des meurtres de ses parents et de la fusillade de l'école, arguant que l'état mental de Kinkel ne l'exonérait pas de la responsabilité de ses actes. L'audience a également permis aux victimes et à leurs familles de partager leur angoisse et leur chagrin. Des déclarations déchirantes ont décrit la douleur et la perte qu'ils ont subie, soulignant l'impact profond et durable de la violence de Kinkel sur la communauté. Lorsque le juge Mattison a prononcé la sentence, la salle d'audience était tendue. Kinkel a été condamné à plus de 111 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette peine reflète la gravité de ses crimes et la détermination du juge à ne jamais laisser Kinkel réintégrer la société. La réaction de Kinkel à sa condamnation à la réclusion à perpétuité était empreinte d'une détresse visible. Tout au long de l'audience, il est resté silencieux, montrant parfois des signes de tension émotionnelle. À la lecture de la sentence, il a semblé s'effondrer, sanglotant ouvertement dans la salle d'audience. Notre prochain Kid ne pouvait pas faire la différence entre la vie réelle et la fiction. Ainsi, en essayant d'imiter ce qu'il voyait dans la WWE, il a tué une fille qu'il était censé garder. Nous sommes au tribunal du comté de Broward, où Lionel Tate est accusé du meurtre au premier degré de Tiffany Eunick. Lionel Tate n'avait que 12 ans lorsqu'il a commis un crime qui allait choquer la nation. Le 28 juillet 1999, Tate a brutalement battu à mort Tiffany Eunick, 6 ans, dans sa maison du comté de Broward, en Floride. Tate, qui était gardé par la mère d'Eunick, a prétendu qu'il imitait des mouvements de catch professionnels lorsque l'incident fatal s'est produit. Cependant, la gravité des blessures de Tiffany est tout autre. Le médecin légiste a indiqué qu'elle souffrait d'une fracture du crâne, d'une lacération du foie et de multiples autres blessures, ce qui indique un niveau de force incompatible avec le jeu. En 2001, à l'âge de 14 ans, Lionel Tate a été jugé comme un adulte pour meurtre au premier degré. Sa comparution devant le tribunal a attiré l'attention des médias, non seulement en raison de la brutalité du crime, mais aussi de son jeune âge. Dans la salle d'audience, Lionel Tate est apparu petit et vulnérable, ce qui contraste fortement avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il était assis tranquillement, regardant souvent vers le bas, tandis que les arguments juridiques et les témoignages se déroulaient autour de lui. Malgré l'argument de la défense, selon lequel Lionel Tate n'avait pas l'intention de tuer Eunick et qu'il s'agissait d'un accident tragique, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le 9 mars 2001, Lionel Tate a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait de lui la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à recevoir une telle peine. La réaction de Tate à sa condamnation a été un mélange de choc et d'incrédulité. Lorsque le juge Joel Lazarus a prononcé la peine de prison à perpétuité, Tate a fondu en larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Sa mère, qui était présente dans la salle d'audience, a également pleuré à chaudes larmes. La dure réalité de passer le reste de sa vie en prison a frappé Tate de plein fouet, et son effondrement émotionnel a mis en lumière l'intersection tragique entre l'innocence de l'enfance et les graves conséquences de ses actes. Cette condamnation a déclenché un débat national sur l'opportunité de juger et de condamner des enfants comme des adultes. De nombreuses voix se sont élevées pour dire que Tate, compte tenu de son âge et des circonstances du crime, aurait dû être traité dans le cadre du système de justice pour mineurs. En 2004, une cour d'appel a annulé sa condamnation au motif que son aptitude mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès.
En conséquence, Tate a été libéré dans le cadre d'un accord qui prévoyait 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. Le cas de Tate reste un exemple parfait de la difficulté de la justice des mineurs. Alors que Lionel a tué l'enfant qu'il gardait, notre prochain enfant a tué la personne qui le gardait à l'école, son professeur. Lors d'une journée sombre et tendue au palais de justice du comté de Jefferson à Fairfield, dans l'Iowa, Willard Miller a été confronté à l'aboutissement de ses actes lorsqu'un juge lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'audience de détermination de la peine, qui a duré plus de 7 heures, a constitué le dernier chapitre de l'affaire tragique de Noema Graber, une enseignante de 66 ans brutalement battue à mort alors qu'elle se promenait dans un parc l'après-midi. En avril, M. Miller et son co-accusé, Jeremy Goodale, avaient plaidé coupable pour le meurtre de 2021. Un silence pesant s'est installé dans la salle d'audience lorsque le juge Sean Showers s'est adressé à Miller. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les procureurs ont recommandé une peine d'emprisonnement allant de 30 ans à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Miller, visiblement ému, s'est adressé à la cour avant sa condamnation. Le crime de Miller et de Goodale était particulièrement diabolique. Le 2 novembre 2021, motivé par la colère suscitée par la mauvaise note que Graber avait attribuée à Miller, les 2 adolescents, alors âgés de 16 ans, ont planifié et exécuté le meurtre brutal dans le parc Chautauqua. L'audience a fourni des détails très précis sur le crime. L'agent de la division des enquêtes criminelles de l'Iowa, Trent Villetta, a décrit la découverte du corps de Graber caché sous une bâche, avec une brouette et une traverse de chemin de fer placée par-dessus pour le dissimuler. Seules une chaussure et une main étaient visibles, ce qui témoigne de l'effort calculé pour dissimuler le crime. L'accusation a présenté un récit effrayant des événements qui ont précédé et suivi le meurtre. Les messages échangés sur les réseaux sociaux entre Miller et Goodale ont révélé leurs discussions sur le crime, notamment sur les motifs, la planification et les tentatives de dissimulation. Les enregistrements des interrogatoires de la police diffusés lors de l'audience montrent que Miller a d'abord nié son implication, puis a fini par admettre avoir été présent et avoir aidé à cacher le corps de Graber. Toutefois, il n'a pas admis avoir commis le meurtre proprement dit. Le témoignage de Goodale, plus tôt dans la procédure, avait impliqué les 2 garçons dans les coups mortels, bien que Miller ait affirmé qu'il n'avait pas attaqué physiquement Graber. Malgré cela, leur planification détaillée et leur responsabilité partagée dans le crime étaient évidentes. À la fin de l'audience de détermination de la peine, le poids des actes de M. Miller a semblé s'abattre sur lui. Ses excuses en larmes et sa détresse visible témoignèrent d'une prise de conscience brutale des conséquences de son crime. Miller a été condamné à la prison à vie à l'âge de 17 ans, avec possibilité de libération conditionnelle, peine qui serait réexaminée au bout de 30 ans en raison de l'âge qu'il avait au moment des faits. Notre prochain enfant a essayé de tromper tout le monde au tribunal, mais il a oublié que même les murs ont des oreilles. Nous sommes à la Cour suprême de l'État de New York, où Dylan Schumacher est accusé du meurtre au second degré du fils en bas âge de sa petite amie. L'incident s'est produit à Springville, dans l'État de New York, en 2013, alors que M. Schumacher était chargé de garder l'enfant. Selon les rapports, Schumacher a frappé l'enfant à plusieurs reprises, causant des blessures mortelles. Au cours de la condamnation, Schumacher a fait preuve d'une grande détresse émotionnelle. Il a notamment plaidé et présenté ses excuses à la famille de la victime en pleurant, exprimant son profond regret et sa tristesse pour ses actes. Malgré ces remords visibles, le juge a prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice à la jeune victime. Un aspect particulièrement controversé de l'affaire Schumacher est l'enregistrement d'une conversation au cours de laquelle il a dit à sa mère qu'il pensait pouvoir éviter une peine sévère s'il pleurait devant le juge. Cette déclaration, enregistrée lors d'un appel téléphonique en prison, a été diffusée au tribunal et a probablement influencé la perception du juge quant à la sincérité de Schumacher. Le juge a pu considérer sa démonstration émotionnelle comme une tactique de manipulation plutôt que comme l'expression d'un véritable remords, ce qui a eu un impact sur la sévérité de la peine. Il a été condamné à une peine allant de 25 ans à la perpétuité. En 2006, Brian Draper et Torrey Adamczyk ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré et de complicité de meurtre au premier degré pour le meurtre de Cassie Jo Stoddart. Draper avait 16 ans au moment du meurtre. Malgré leur jeune âge, ils ont été jugés comme des adultes et condamnés lors de procès distincts en 2007. Brian comparaît devant le tribunal du comté de Bannock, dans l'Idaho, pour connaître sa sentence. Brian Lee Draper et son ami Torrey Michael Adamczyk ont été condamnés pour le meurtre brutal de leur camarade de classe, Cassie Jo Stoddart, en 2006. Draper, alors âgé de 16 ans, et Adamczyk, 17 ans, ont méticuleusement planifié et exécuté le meurtre, qui a choqué leur communauté de Pocatello, dans l'Idaho. Brian a dit les mots suivants à propos de son meurtrier.
Si je n'avais pas rencontré Torrey, cela ne serait jamais arrivé. Lorsque Draper a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sa réaction a été un mélange de choc, d'incrédulité et peut-être de résignation. Les rapports suggèrent que Draper est resté relativement calme pendant l'audience de détermination de la peine, mais son comportement cachait probablement un tumulte d'émotions qui faisait rage en lui. L'implication de Draper dans le meurtre méticuleusement planifié de Cassie Jo Stoddart a révélé un aspect inquiétant de son caractère et de son état d'esprit à l'époque. La planification méticuleuse, le manque d'empathie et l'exécution froide de leur plan dressent le portrait d'un individu troublé et dangereux. La condamnation à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, aurait sans aucun doute été un moment difficile pour Draper, car elle signifiait la perte irrévocable de sa liberté pour le reste de sa vie. Contrairement à une peine à durée déterminée, une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n'offre aucun espoir de libération, laissant Draper confronté à la dure réalité de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. La réaction de Draper à sa condamnation a été un mélange de remords pour ses actes, de regrets pour les conséquences irréversibles, et peut-être d'un sentiment de résignation face à la réalité de son destin. La gravité de son crime et la sévérité de la peine l'auraient obligé à faire face à l'énormité de ce qu'il avait fait et à la vie qu'il avait perdue à cause de ses actes. L'enfant suivant était tellement passionné par le meurtre qu'il était étonnant qu'il n'ait pas tué plus tôt. Nous sommes au Cole County Circuit Court, dans le Missouri, où Alyssa Bustamante a plaidé coupable de meurtre, au second degré et d'action criminelle armée le 10 janvier 2012. En janvier, Alyssa Bustamante, 18 ans, a reconnu avoir commis un meurtre au second degré et une action criminelle armée dans le cadre du meurtre d'Elizabeth Holten en octobre 2009 à St. Martins, une ville rurale proche de Jefferson City. Initialement accusée de meurtre au premier degré, Bustamante a opté pour des charges moins lourdes afin d'éviter un procès et la perspective d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À 15 ans, Bustamante a avoué avoir étranglé Elizabeth, l'avoir poignardée à plusieurs reprises et lui avoir tranché la gorge. Elle a guidé les autorités jusqu'à la tombe improvisée d'Elizabeth, cachée sous des feuilles dans les bois avoisinants. Avant le prononcé de la sentence, M. Bustamante s'est adressé à la famille d'Elizabeth, exprimant de profonds remords et le souhait de réparer cette tragédie. Au tribunal, Mme Bustamante a présenté ses excuses à la famille Holton en déclarant « Si je pouvais donner ma vie pour qu'elle revienne, je le ferais. Si je pouvais donner ma vie pour la ramener, je le ferais. Je suis désolé. » Les avocats de Mme Bustamante ont déclaré que sa dépression, ses tentatives de suicide et la prise de Prozac l'avaient rendue plus susceptible d'agir violemment. Les procureurs l'ont toutefois décrite comme une chercheuse de sensations fortes sans remords, soulignant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer Elizabeth à l'extérieur lors de la nuit fatidique. Le sergent David Rice, de la patrouille routière de l'État du Missouri, a raconté au tribunal que l'adolescent avait manifesté une curiosité glaciale à l'égard de la sensation que procure le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Le procès s'est achevé après plusieurs jours de témoignages dans une modeste salle d'audience de la capitale du Missouri. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le procureur Mark Richardson a plaidé avec passion en faveur d'une condamnation à perpétuité pour Bustamante, décrivant le motif du crime comme insensé. Pendant le plaidoyer de M. Richardson, les grands-parents de M. Bustamante ont brusquement quitté la salle d'audience, ce qui a provoqué une rare manifestation d'émotion de la part de l'accusé, qui était resté stoïque tout au long de la procédure. L'audience de détermination de la peine a été chargée d'émotions, avec des références répétées aux entrées du journal de Bustamante, décrivant le meurtre comme « amazing » et « pretty enjoyable ». Le témoignage de son frère a cependant été la preuve irréfutable. Pour tenter d'atténuer la sévérité de la peine, la défense de Mme Bustamante a mis l'accent sur son éducation difficile, citant des antécédents de dysfonctionnement familial, des problèmes de santé mentale et une tentative de suicide antérieure. Des experts en santé mentale ont témoigné des troubles psychologiques de Bustamante, notamment de la dépression majeure, du trouble de la personnalité borderline et des premiers signes de troubles bipolaires. La défense a également suggéré un lien entre la prise de Prozac par Bustamante et l'escalade de son comportement violent, ce qui a été réfuté par les experts de l'accusation. Les détails du crime sont apparus au cours de l'audience, révélant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer la victime à l'extérieur. Le journal intime de Bustamante, décrivant graphiquement le meurtre et les émotions qu'elle a ressenties par la suite, a été présenté comme preuve, soulignant encore la brutalité du crime. La mère d'Elizabeth, Patty Price, a déclaré qu'elle détestait Bustamante pour avoir tué sa fille. Des représentants des forces de l'ordre ont témoigné des tentatives de Bustamante d'induire en erreur les enquêteurs et la communauté après le meurtre, ajoutant des couches de tromperie à une affaire déjà troublante.
L'audience de détermination de la peine a permis de mieux comprendre les troubles psychologiques de Madame Bustamante et la nature odieuse de son crime, laissant dans son sillage une communauté en proie au choc et à la tristesse. Elle a finalement été condamnée à la perpétuité. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.